Là, on discute. Les amis, bonjour à tous. On se retrouve pour un nouvel épisode. Toi qui n'es peut-être pas habitué, Léa, tu sais qu'on est filmé là. Oui. Voilà, on est filmé. C'est pour ça que je fais cette intro-là. Ouais. Et que peut-être que des fois, je regarderai aussi les gens qui nous regardent. Mais c'est aussi proposé en format audio. Donc, la totale. Aujourd'hui, on est réunis pour une petite discussion qui, je pense, va être très intéressante sur les capacités intellectuelles et sur les performances aussi. Ouais. Donc, deux sujets qui, moi, m'intéressent et qui intéressent tout le monde. Hein. Et je suis sûr que tu auras plein de choses très intéressantes à nous partager. Léa, toi, tu es psychologue. C'est ça. Préparatrice mentale aussi. Oui, c'est ça. Tu partages un petit peu des conseils sur Insta, sur les réseaux sociaux, sur ta page Mental & Co. Oui, j'ai commencé à faire ça. Ouais. Donc c'est assez neuf, mais voilà, je prends plaisir. Donc, Trop bien, il y a un début à tout. Exactement. Donc c'est cool, les amis, hein, si vous voulez avoir des petits conseils sur la prépa mentale, sur le développement en général, j'imagine. Exactement. Vous rejoignez Léa sur sa page Instagram. Et justement, on abordait le sujet des capacités intellectuelles. Il y a un mythe qui circule depuis des décennies. Je suis sûr que tu l'as déjà entendu. Et peut-être que certains de tes clients ou patients, je ne sais pas comment on les dit. Patients. Certains de tes patients, désolé. En tout cas, quand on parle de psychologie, oui, on parle de patients. Ok, bon, peut-être certains de tes patients l'ont abordé. C'est les capacités de notre cerveau et le mythe qui dirait qu'on n'utiliserait qu'une petite partie. Alors des fois on entend 10%, des fois on entend 5%, 20%, j'en sais rien. Tout ça pour dire qu'il semblerait qu'on n'utilise pas notre cerveau à 100% de ses capacités. Ouais. Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce qu'il y a moyen d'augmenter ce ratio, tu vois, d'utilisation? Comment ça se passe? Je casse le mythe maintenant, du coup. Vas-y, casse le mythe. Oui, non, c'est pas tout à fait ça. C'est plutôt un mythe. Bon, si on n'utilisait que 10% de notre cerveau, je vais m'expliquer, mais on va vite comprendre que c'est pas possible. On va dire qu'on utilise plutôt bien 100% de notre cerveau. À ce jour, en réalité, les études scientifiques, parce que c'est surtout là-dessus qu'on se repose, ne permettent pas de prouver qu'on utilise tant de pourcentage de notre cerveau. C'est impossible à jauger, en fait. Pour le moment, en tout cas. Ouais. Les recherches continuent, mais le cerveau, c'est un peu comme les océans. Hein. On est encore très peu informé, finalement, sur la complexité du cerveau. Donc, non, on l'utilise, on va partir du principe qu'on l'utilise à 100%. Il faut savoir que le cerveau, il représente quoi, 2% de la masse corporelle, et il prend quand même 20% de ton énergie au repos. Ah ouais? Ouais. Ok, voilà, c'est énorme. Ouais, mais là déjà, je savais pas. Voilà. Ok. Donc, il faut se dire que tu vois, 10%, c'est très peu. Le cerveau, il s'occupe de gérer absolument tout, tes activités, ce qui est actif et passif, finalement. Ouais, le conscient, ta respiration, tes pensées, toute la gestion des stimuli internes et externes. Donc, c'est une multitude d'informations à gérer en permanence. Donc ouais, ça fonctionne quand même pas mal. 10%, c'est peu. Mais tu sais d'où il vient ce mythe ou par qui il a été popularisé? Parce que mine de rien, je suis sûr que tu as été confronté toi aussi à ce mythe, à des personnes qui t'ont dit que comment utiliser... Je suis sûr qu'il y a même des auteurs qui ont fait des livres dessus, tu vois. Moi, je l'ai entendu plein de fois sur des vidéos YouTube, sur des articles. Dans des livres. Et je ne sais pas si c'est marketing, probablement qu'il y a un côté aussi marketing, de pouvoir dire, OK, votre cerveau ne fonctionne qu'à 10%, débloquer les 90% restants, et voilà ma méthode pour le faire. Exactement. Ouais, c'est vrai que c'est un sujet qui revient assez souvent, même moi, tu vois, j'y pense au détour de conversations entre amis. C'est un sujet qui est abordé quand même par pas mal de monde. Et comme tu dis, il y a un côté très marketing. C'est un argument de vente, hein, c'est très vendeur de dire on n'utilise que 10% de notre cerveau et en fait, peu importe la personne, mais voilà, moi, je peux te permettre d'utiliser les 90 autres pourcents pour que tu sois incroyable, quoi. Et c'est un peu dommage parce que c'est vrai que c'est cet argument un peu trompeur qu'on retrouve chez certains formateurs en hypnose, en développement personnel. Alors pas tous, bien heureusement. Oui, mais il y a des bons et des mauvais partout. Exactement, exactement. Ouais. Ok. Et par rapport à cette capacité, tu vois, de 10 ou de 90%, on s'en fout,
Tu as bien dit que de toute façon, c'était impossible à chiffrer. Ouais. En tout cas, avec ce que la science nous proposait actuellement, c'est pas quelque chose de possible. Mais est-ce que tu serais d'accord pour dire que, mine de rien, les capacités de notre cerveau, en fonction des individus, elles peuvent varier du tout au tout. Ouais. Certains vont être très bons dans des champs d'expertise précis, d'autres, tu vois, dans d'autres secteurs. Est-ce que dans ce sens-là, on peut considérer que quand même, il y a une part de capacité de notre cerveau qui est un peu inexplorée? Oui. Sans mettre de chiffres dessus, hein, tu vois. Oui, c'est pertinent ce que tu dis parce que c'est un peu là où le débat il va être un peu plus intéressant. C'est de se dire, OK, comment je peux exploiter mon potentiel mental, en fait, au mieux. Effectivement, il y a cette séparation entre l'acquis et l'inné. Il y a ces différences entre chacun d'entre nous qui font qu'effectivement, il y a pour certains des domaines de prédilection, pour d'autres, voilà, c'est d'autres choses. Ouais. Oui, il y a une pluralité dans tout ça et c'est ça qu'il faut chercher à explorer. Rien que, voilà, quand je pense aux diversités, effectivement, le QI, le quotient intellectuel, qui, pour le coup, se mesure. Alors, là aussi, il y a des débats à ce sujet, mais on n'est pas tous égaux. Oui, tout à fait. Comment on mesure l'intelligence? Qu'est-ce qui entre en compte dans l'intelligence? Tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ça. Donc, jusque-là, on a quand même un test... voilà, qui est validé, avec lequel on mesure le QI des personnes. Et effectivement, on pose une moyenne, mais il y a une diversité voilà, dans les quotients intellectuels. Donc, on n'est pas tous égaux. Mais maintenant, en fonction de soi, de ce qu'on a à la base, comment on fait pour développer ce qu'on a, pour user un maximum de notre potentiel pour exceller dans tel ou tel domaine. Mais tu vois, pour le coup, tu as mentionné le QI, qui est un test où on termine avec un chiffre. Ouais. Un peu comme l'histoire des 10% du cerveau. Toi, en tant que psychologue, qu'est-ce que tu en penses? Parce que le test de QI, on est d'accord qu'il a été fait par des psychologues, hein, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait, oui. Et qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est représentatif? Ou est-ce que, tu vois, quelqu'un qui aurait un QI de 70, est-ce qu'il a plus ou moins de capacité intellectuelle que quelqu'un qui a un QI de 140? Parce qu'on a quand même l'opposition de deux chiffres. Est-ce que vraiment c'est représentatif des capacités de quelqu'un? Au même titre que, je vais prendre l'exemple de la muscu, parce que c'est celui où je suis le plus habitué. Mais oui, vas-y. Quelqu'un qui soulève 100 kg au développé couché, il est plus fort que quelqu'un qui soulève 70 kg au développé couché. Est-ce que quelqu'un qui a un QI de 100 est forcément plus intelligent que quelqu'un qui a un QI de 70? Eh bien, c'est là où on se demande ce qu'englobe l'intelligence. Et puis, on a quand même cette faculté d'adaptation en tant qu'être humain qui fait que quand on a certaines difficultés dans un domaine, on va quand même développer autre chose. On entend souvent par rapport au sens, par exemple, si on est plus sensible, je ne sais pas, à l'odorat, c'est ça qu'on va développer. Si on a des difficultés au niveau visuel, on sait qu'on va se rattraper sur autre chose. Dans l'intelligence, c'est un peu ça. Il y a aussi tout l'aspect cognitif. Si effectivement il y a un QI moins élevé, sûrement que il y aura autre chose qui se mettra en avant. Maintenant, effectivement, un QI bas empêche quand même, si on parle des extrêmes, un QI très très bas ne permet pas de faire certaines tâches, vraiment. Ouais. Et au contraire, un QI particulièrement haut faciliterait probablement certaines tâches? Oui. Ok. Certains raisonnements, certaines... D'accord. Voilà. Et ça, c'est intéressant. Ouais. Mais est-ce que l'intelligence, ça se développe? En fait, laisse-moi reformuler la question. Est-ce qu'on a une possibilité de travailler et d'améliorer nos capacités intellectuelles? Et est-ce que l'intelligence, ça se développe? Je ne sais pas si tu vois la différence. Est-ce que déjà, il y a une différence entre capacité intellectuelle et intelligence? Je ne sais pas, peut-être pas.
capacité intellectuelle, oui, je ne sais pas si on pourrait parler de différence entre les deux. On parle un peu de la même chose. Et oui, effectivement, tu vois, je vais reprendre l'exemple du sport aussi. Dans le sport, tu t'entraînes, tu inscris tes entraînements dans ton emploi du temps pour espérer observer des résultats à un moment donné. Mm-hmm. Pour le cerveau, c'est la même façon. C'est la même chose. Voilà, ça fait partie du corps, c'est une partie du corps que tu peux entraîner. Donc, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'effectivement, le cerveau, c'est quand même le socle des apprentissages. Et pour ça, tu sais que tu peux emmagasiner un certain nombre de choses, d'informations, et tu peux développer ton cerveau et tes capacités intellectuelles. Donc oui, entre celui qui va, je sais pas, jouer aux échecs, faire des jeux de réflexion, résoudre des problèmes, lire, faire du calcul mental, et quelqu'un qui fera pas tout ça, il va sûrement y avoir une différence vraiment notable. Hein, ouais. Mm-hmm. Ouais. Donc on peut agir là-dessus. Sur nos capacités intellectuelles. Voilà, si tu t'entraînes à faire du calcul mental pendant 2 mois, je suis sûre qu'à l'issue de ces 2 mois, tu seras plus performant. Rapide, ouais, tout à fait. Mais est-ce que ça veut dire que le QI peut être augmenté ou non, ça c'est quelque chose qui est figé et qui ne bouge plus Parce que si je dis pas de bêtises, un test de QI, t'en fais qu'un seul. Tu peux en faire plusieurs. Tu peux en faire un quand tu es enfant, parce qu'il y a un test de QI qui est spécifique aux enfants. Tu peux le faire enfant et puis en refaire un adulte. Tu peux, je sais pas, le mesurer plus tard dans ta vie. Alors, il peut y avoir une variation, effectivement, parce que le corps se modifie, le cerveau aussi. Il y a certains neurones, certaines cellules qui meurent au bout d'un moment. Donc oui, il peut y avoir une certaine petite différence, mais bon, tu ne vas pas avoir ton QI qui chute d'un coup, sachant qu'en plus, ton résultat au test de QI, c'est une tranche. Donc, on va te donner, si tu le fais, on va te donner un chiffre qui est la moyenne de cette tranche. Mais voilà, il y a quand même une variation. À l'intérieur de cette tranche. Ouais, tout à fait. Et tu disais tout à l'heure, d'ailleurs, qu'il y avait qu'un chiffre. Alors, quand tu le fais avec un psychologue ou une psychologue, tu as quand même une interprétation, tu as quand même un rendu avec un entretien, il y a toute une discussion, une explication, puisqu'il y a plusieurs catégories qui sont évaluées. Donc voilà, on explique ce chiffre. C'est pas juste une note et puis après tu te démerdes et t'en fais ce que tu veux. Parce que c'est plutôt le risque, effectivement, que les personnes, surtout les enfants, s'identifient à un chiffre et pas plus. Et ça reste abstrait, finalement. Ouais. Et puis psychologiquement, ça peut être soit très dur, soit provoquer des choses particulières, j'imagine. Exactement. Est-ce qu'en tant que psychologue, tu as le droit de faire un test de QI, toi ? Tu en as déjà fait un ? Oui, alors j'en ai déjà fait un. Non, parce que on est formé à la fac. Donc je pouvais sortir de la fac, acheter ma valise de tests et le faire. J'ai choisi de bien me concentrer sur la clinique. J'ai déjà pensé à en faire. Si je m'y mets, je ferai d'abord une autre petite formation pour me remettre à niveau pour bien le faire, parce que c'est complexe, il y a des calculs. Voilà, faut faire ça bien. Il y a des règles vraiment précises pour la passation du test. Donc, mais ce que je voulais dire, c'est toi, est-ce que tu as été dans le cadre de me fais évaluer ? Oui, quand j'étais plus jeune, ouais. Ah ouais ? Ouais, quand j'étais au collège, si je dis pas de bêtises, au collège. Voilà. Et ça s'est passé comment ? T'as envie d'en parler ? T'as le droit de dire non. Hein. Oui, si, je peux en parler. Après, il n'y a rien de secret, surtout avec le recul que j'ai aujourd'hui. Je suis dans la tranche haute, donc on m'a sorti un chiffre assez élevé que je n'ai pas compris. Voilà, j'étais au collège, j'étais adolescente. C'était la décision de mes parents, de ma mère surtout, qui se posaient des questions. Je me posais aussi des questions, donc ça a été envisagé comme la solution pour répondre à certaines questions. Ça n'a pas forcément porté ses fruits. Ça m'a, je crois, plutôt mis la pression
justement la pression pour réussir, pour être à la hauteur de ce chiffre que je comprenais pas trop, mais je suis intelligente, qu'est-ce qu'il faut faire pour être est-ce que je continue d'être moi, est-ce que je dois, c'est perturbant, surtout à l'adolescence finalement. Ouais, j'imagine. Donc la plupart du temps c'est fait sur des enfants et des adolescents ou pas forcément? Sur des adultes aussi, sur des adultes, mais c'est vrai qu'on le voit très souvent, oui, à l'école, que ce soit engagé par un professeur, une maîtresse qui repère un enfant peut-être précoce. Ça c'est un sujet qui est très très abordé dans l'éducation nationale, même si on est encore loin de gérer les choses correctement. Parce qu'une fois que ce chiffre est obtenu, est-ce qu'il y a des dispositions qui sont prises par les profs ou les parents? Non. Donc c'est un peu... Non, on va retrouver des professeurs plus sensibles à cette question-là. Qui vont peut-être adapter leur langage, leur apprentissage. Exactement. Probablement. Ouais. Après, quand on se retrouve devant une classe de 30 gamins, c'est pas toujours évident de s'adapter. Ouais, donc, ils font comme ils peuvent. Il y a des choses parfois qui sont mises en place, mais oui, ça reste pas évident. Et puis, dans leur parcours, ils ne sont pas formés pour prendre en charge ce type d'élèves. Et du coup, pour les gens lambda, entre guillemets, je sais pas, par exemple, on a quelqu'un qui a 25 ans, qui regarde ce podcast ou qui écoute ce podcast, qui a envie d'en savoir plus sur ses capacités intellectuelles. Est-ce que ça vaut le coup d'aller passer un test de QI ou de discuter avec un ou une psychologue? Pourquoi pas? On a tous à apprendre de soi. Donc, si c'est l'objectif, s'il y a une curiosité à assouvir dans ce sens-là, pourquoi pas? Après, tout dépend de ce que ça représente pour la personne. Et effectivement, si c'est plus stressant, si c'est plus angoissant qu'autre chose, effectivement, je ne conseillerais pas. Est-ce que ça ne va pas, là aussi, nourrir une angoisse? C'est pas la peine. Par contre, oui, aller prendre rendez-vous pour essayer de faire une petite introspection, en tout cas de tester, de voir ce que ça peut donner, d'être en face d'un psychologue. Moi, je peux que pousser les gens à faire ta paroisse, ça. Effectivement. Et puis Et après, on est d'accord qu'on associe toujours consulter un psychologue, peut-être des fois avec des traumatismes ou des choses qui ne vont pas, alors que tu confirmes que ça peut être fait dans des conditions normales, entre guillemets. Oui. Après, quelqu'un qui va bien, tant mieux. Tant mieux, vraiment, qu'il ne se force pas à aller voir un psychologue ou une psychologue. Mais voilà, tu parles de traumatisme ou de choses comme ça. Je pense qu'on en a tous. Chacun de nos parcours ne sont pas linéaires. On a tous rencontré des épisodes un peu plus down où on n'était pas forcément très, très bien. On nous a fait subir des choses pas forcément très bien, parce que faut quand même rappeler quelque chose d'important, c'est que quand on est enfant et qu'on se construit et qu'on se développe, on est quand même à la merci des adultes qui sont autour de nous. Ah, complètement. C'est eux qui ont la main sur notre construction, sur notre développement. Donc, c'est pas toujours au top du top. On leur en veut pas, c'est humain, mais ça peut créer des choses en nous qui peuvent être réglées par la suite. Oui. Ok, bon, c'est plutôt clair. Avant de basculer un peu plus sur la préparation mentale, j'ai abordé un petit peu ça parce que j'ai fait moi-même un test de QI. Ah, intéressant. Quand t'as sorti QI, je me suis dit, c'est marrant, peut-être qu'on va basculer sur ça. Ouais. Mais ça, je l'ai dit à personne. Je crois que j'ai dû le dire à 3 ou 4 personnes. Donc voilà, maintenant tout le monde le sait. Génial. Écoute. Mais c'était... j'étais adulte, parce que c'était en août 2020, je crois. Ok, il y a peu de temps. Donc c'est il n'y a pas si longtemps que ça. Super. Et tu sais, moi, je suis très partisan de la même façon qu'en tant que coach, j'apprécie quand les gens ont un objectif et me le confient. Donc, ils ont envie de changer de corps, ils ont envie d'améliorer leur santé, etc. Ils vont voir un professionnel. Et moi, de la même façon, je ne suis pas habilité à identifier, tu vois, tous mes mécanismes de pensée. Donc, je me suis dit, pourquoi pas aller voir une psychologue et en discuter un petit peu. Alors que techniquement, tout va bien, tu vois. Je n'ai pas de traumatisme ou quoi que ce soit. Tout se passait bien. Mais des fois, il y a des questions que je me pose et j'avais envie d'en parler avec une professionnelle. Et c'est elle qui m'a encouragé à faire un test de QI. Elle m'a dit, au bout de, je sais pas, peut-être
dizaine de séances. Ok. C'est intéressant tout ce que tu me racontes, les traits de caractère dont tu me fais part. Si jamais ça te dit, en plus, elle a bien vu que j'étais quelqu'un qui était un peu intéressé par la performance et que je me posais des questions forcément sur ce truc. Ouais. Elle m'a dit, bon, bah, si t'es curieux, pourquoi pas? T'es un adulte maintenant, c'est pas comme si t'étais un enfant où des fois j'ai un peu plus de précautions à conseiller ça. Elle a dit, t'es un adulte, si ça t'intéresse, fonce. Et c'était une expérience assez particulière qui était épuisante mentalement, mais vraiment épuisante. Hein. Moi, je me suis dit, un test de QI, ça a duré 30 minutes. Je vais prendre des cubes, je vais les remettre en place et fin de l'histoire, je vais rentrer chez moi. Mais ça a duré, je crois, plus de 3 heures, il me semble, aux alentours. Et c'était juste pour le test. Et après, il y avait ce que tu appelles la passation, c'est ça? La passation, c'est le test. Oui. Ouais, c'était le bilan alors? Oui. C'était le bilan quelques jours ou semaines après. On a parlé de tout ça. Et effectivement, elle m'a partagé toutes les tranches, comment ça se décomposait, toutes les notes, entre guillemets. Oui, c'est ça. Toutes les notes à l'intérieur, où est-ce que j'avais des facilités, où est-ce que j'avais des lacunes, entre guillemets. Et ça correspondait bien à mon caractère, en fin de compte. Et moi, j'ai trouvé ça intéressant, même si en soi, effectivement, ça ne m'a pas avancé à grand-chose. C'était cool d'avoir un petit peu de prendre du recul par rapport à ça et de voir ce que une professionnelle en l'occurrence, pensait de tout ça. C'est intéressant, tu vois, ça dépend de la démarche finalement. Ouais. Et quand tu parles de curiosité, oui, ça a éveillé ta curiosité, toi qui aimes bien ce genre de choses. Ça correspondait parfaitement à mon caractère. Bah ouais. Je lui racontais qu'en muscu, j'aimais bien tout noter, mes séances, mes machins, c'est que je comptais mes calories, ça correspondait bien. Ouais. Et donc là, clairement, moi, je trouvais que c'était une expérience cool. Ouais. Donc, c'est pour ça que c'était sympa. C'est bien que ce soit un souvenir positif. Ah ouais, complètement. C'est une expérience positive. Complètement. Ouais. Par contre, si un jour j'ai des enfants et qui manifestent, tu vois, des capacités particulières, je sais pas si je leur ferais passer un test de QI. Eh ben oui. C'est une vraie question. Ouais. C'est une vraie question. Parce que forcément, il faut se poser la question de l'impact, toujours. Et sur des enfants, encore une fois, comme je disais, vu qu'ils sont à la merci, même si effectivement tu peux pas tout prévoir et c'est bien normal, ça mérite quand même de se poser la question en amont, ça c'est clair. Bon, clairement. Ouais. Pour parler un peu plus de prépa mentale, enfin j'appelle ça prépa mentale, mais peut-être que c'est pas du tout le cas. Ça se mêle, on est dans le sujet de toute façon. Tu vois, en amont, quand on avait parlé un petit peu des thèmes qu'on allait aborder, je t'ai parlé, parce que tu sais que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, des capacités intellectuelles, mais même des capacités au sens large du terme. Ça peut être des capacités physiques aussi, parce que j'essaye dans ma vie dans ma vie pro même, de développer mes capacités physiques, mais aussi mes capacités intellectuelles. Comment toi, t'envisages la chose si, par exemple, tu as une personne qui vient te voir et qui te dit je sais que je peux progresser physiquement et mentalement, et j'ai besoin de quelqu'un, j'ai besoin d'un préparateur mental, en l'occurrence, pour m'aider à ça. Comment est-ce qu'on peut développer justement ces capacités pour apprendre plus vite, apprendre mieux, par exemple, assimiler plus de connaissances, ce genre de problématique? Ce genre de problématique bien intéressante. Là encore, ça va dépendre de chaque individu. Ce qui est nécessaire de faire, c'est avant tout, c'est une analyse quand même approfondie pour savoir justement quels peuvent être les axes de travail avec cette personne. Donc on va questionner cette personne sur son mode de vie en général, en se posant certaines questions, puisque en fait on peut améliorer ses conditions physiques et psychiques et intellectuelles de plein de manières. Il y a mille et une façons d'améliorer ça. Tu vois, il y a un documentaire sur Arte qui s'appelle Bien nourrir son cerveau, il me semble, et ça parle justement de l'influence de l'alimentation sur nos humeurs et sur nos capacités intellectuelles. Ah, trop bien, là tu m'intéresses. Ouais. Regarde-le, je te l'enverrai, mais regarde-le, je pense que ça va vraiment t'intéresser. T'as vu ça sur YouTube ou J'ai vu ça sur YouTube, ouais. Ils ont en petit aparté, ils ont une chaîne YouTube hyper intéressante, Arte. Ouais. L'autre fois, je voyais un documentaire sur la muscu, justement, sur l'intérêt que les jeunes avaient pour la muscu. C'était trop bien, tu vois. Pas de prise de parti un peu cliché. C'était trop bien fait. Non, leur travail est monstrueux. Ok, vraiment. Bon, je consulterai pour voir ce que tu dis.
Et donc, tu te rends compte voilà, que l'alimentation a un impact sur ton intellect. Et à partir de là, tu te dis, mais il y a je ne sais combien d'axes pour améliorer tes conditions. Donc, effectivement, il faut se poser différentes questions. Si j'ai quelqu'un en face de moi, voilà, est-ce que tu bois bien? Est-ce que tu manges bien? Est-ce que tu es stressé? Pourquoi? Est-ce que tu sollicites ton cerveau? Est-ce que tu as l'habitude de le faire? Est-ce que tu l'entraînes? Est-ce que tu es bien entouré? Est-ce que tu t'apprécies? Il y a plein de domaines à envisager. Donc, à partir de cette analyse-là approfondie, on vient ensuite repérer, identifier les axes de travail et au contraire les points d'appui qu'on peut aussi renforcer, hein, bien sûr, mais on fait un peu un profil, si tu veux, c'est ça, et c'est quelque chose qui est du sur-mesure, hein, pour chacun d'entre nous. Ouais, c'est de l'individualiser. Ouais. De la même façon que pour moi, quelqu'un qui viendrait me voir avec des objectifs de sport, ouais. C'est clair que je ne vais pas lui faire la même chose qu'au voisin qui a des contraintes différentes, etc. Exactement, il n'y a pas de recette toute faite. Alors peut-être qu'effectivement, il y a des choses plus méthodiques. En tout cas, en préparation mentale, tu vas retrouver quelque chose de plus méthodique, de plus, qui va paraître plus concret pour ceux qui y adhèrent. Après, il y a plein de voies. Effectivement, en thérapie, auprès d'un psychologue ou d'une psychologue, tout ce travail d'introspection va pouvoir quand même te permettre de te détacher, de t'affranchir de certaines choses, certains traumatismes ou autre chose qui encombrent tes pensées et donc ton activité mentale et intellectuelle. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Trop bien. Quand les gens te sollicitent pour de la prépa mentale, est-ce qu'ils ont des a priori particuliers sur ce métier-là? Parce que je t'avoue que quand on m'a parlé de prépa mentale pour la première fois il y a plusieurs années, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et j'avais une vision peut-être très réductrice de ce que c'est la préparation mentale. Et tu vois, juste avant, tu as dit que tu vérifiais si un patient, mangeait bien, s'hydratait bien, et avait des bonnes habitudes. C'est des choses qui sont très concrètes, qui me parlent bien. Alors que moi, à la base, la prépa mentale, pour moi, c'était un truc presque vaudou, tu vois, où il y avait des choses qui n'étaient pas du tout tangibles, très, très abstraites. Et c'est pour ça que je ne m'y suis pas forcément intéressé. Alors après, en rencontrant des personnes comme toi, et forcément en me renseignant un peu plus, on se rend compte que c'est quelque chose de très cadré, en fin de compte, hein, et qui répond à des processus particuliers. Tout à fait. Qu'est-ce que tu aurais à répondre, hein, parce que tu n'es pas là pour te justifier, mais pour des personnes qui ne connaissent pas du tout la prépa mentale et qui ont l'impression que c'est quelque chose de très abstrait, à base de méditation et d'incantation vaudou, j'en sais rien. Comment tu pourrais décrire ça? D'ailleurs, même la méditation, hein, pour le coup, c'est quelque chose de concret. Ça ne marche pas pour tout le monde, mais c'est quelque chose qui, là, c'est un bel exemple d'un exercice qui améliore ta concentration, par exemple. C'est clairement concret. Et on est d'accord que, aux yeux de beaucoup de monde, la méditation, c'est tellement abstrait qu'on n'arrive pas à se rendre compte des potentiels bienfaits. Ouais, c'est vrai, c'est vrai que les gens peuvent avoir certains a priori et qu'on retrouve en préparation mentale. Alors, effectivement, ça va être difficile de se justifier de toute façon juste au travers de la parole. C'est bien de montrer, c'est bien d'expérimenter. Maintenant, en préparation mentale, on nous apprend à mettre en place des exercices effectivement concrets. Tu parles de cadre, oui, c'est cadré. Il y a une méthode, il y a des processus. On parle d'emploi du temps, d'habitude, de routine. C'est des choses qu'on pose. Alors oui, il y a des choses peut-être un peu plus abstraites pour certaines personnes, comme la méditation, des exercices de sophrologie, mais ça reste tout aussi concret. Simplement, dans l'esprit des gens, ça reste un peu lointain. Peut-être que ça fait peur. C'est une question à se poser aussi. Sûrement, ouais. On voit, hein, par rapport à la psycho aussi, certains, on entend souvent, aller voir un psychologue, c'est pour les faibles. C'est vrai qu'on l'entend
on l'entend beaucoup. On l'entend très souvent, ouais, carrément. Et non, il faut tellement s'armer de courage pour ceux, en tout cas, qui vont pas bien, qui ont des choses à régler. Il faut quand même se confronter à soi-même. Faut se regarder dans le miroir. C'est tout sauf de la lâcheté. Même ceux qui vont bien. Moi, c'était une étape. Mais oui. Quand j'ai pris rendez-vous, je me suis dit, ah ouais, mais je suis vraiment en train de faire ça. Mais en fait, c'était trop bien. Bah ouais, c'est bien que tu puisses divulguer, tu vois, cette expérience-là, que tu puisses en parler. Oui, pour moi, c'est quelque chose de positif, mais il faut s'armer de courage. Oui, je crois que c'est quelque chose de lointain. Donc, je pense que ça fait peur. Oui, je pense que ça fait peur. Tout ce qui est un peu inconnu, de toute façon, fait un peu peur. Ouais. Et peut-être qu'en se démocratisant, ce métier va attirer de plus en plus de monde. En tout cas, moi, jamais j'aurais envisagé, par exemple, il y a 5 ans, alors que j'avais déjà beaucoup d'expérience en muscu, par exemple, et que je commençais ma vie d'entrepreneur, entre guillemets, j'aurais jamais imaginé qu'un préparateur mental pourrait être, tu vois, intéressant. Et maintenant, de plus en plus, j'apprends à m'entourer de toutes les personnes qui ont des capacités qui pourraient m'aider dans ma vie, quoi. Ouais. Donc, que ce soit du sport, de la diététique, de la prépa mentale, du business, etc. Ouais. Je pense que c'est important. Et maintenant, on a la chance d'avoir encore plus la possibilité facilement de consulter ce genre de professionnel. Oui. Donc, ça serait quand même dommage de s'en priver. Oui. C'est vrai que c'est intéressant que toi, tu puisses parler de ton point de vue, de ton expérience. Surtout que tu es quand même dans une bonne impulsion. Tu es toujours dans quelque chose de positif où tu as envie de te dépasser. Alors, c'est le cas pour d'autres personnes. Peut-être, si je dois mettre une réserve là-dessus, en tout cas, si je dois... oui. Nuancer un peu, peut-être ? Pardon ? Nuancer un peu, non ? Oui, nuancer un peu, c'est que il faut aussi prendre en compte ses limites. Tu vois, il faut aussi sortir du fantasme, qui est d'ailleurs très en rapport avec ces fameux 10%, sortir du fantasme de devenir un super-humain. Donc, Ah, tu m'as cassé mon délire. Ok, coupé, on arrête le tournage. Quoi, on peut pas devenir des super-humains ? Mais, ou en tout cas... pas des machines, quoi. Pas des machines. Le côté automate, le côté sans erreur, sans échec, il est plutôt à bannir, quoi. On en avait parlé la dernière fois, tu t'en rappelles. Ouais. Ah ouais, je t'avais un peu chatouillé de ce côté-là. J'avais bien vu. Mais l'idée, finalement, de perfection, elle peut être destructrice. Vraiment, vraiment. C'est bien dans ce travail, d'apprendre à se connaître, de connaître aussi ses limites. C'est une force de connaître ses limites, de savoir où on en est, à quel moment on ne doit pas dépasser certains seuils, parce que c'est trop, et comment on joue avec ça, et comment on vient tester ses limites, mais on ne vient pas sans cesse tout bousculer en permanence. Là, c'est inhumain. C'est inhumain. Toute la question de l'équilibre. Ouais. Mais tu vois, je pense que tu as, ou peut-être que tu vas être confronté particulièrement à des sportifs qui ont envie de tout exploser. C'est pile le profil du gars qui veut devenir super-humain, pour le coup. Ouais, alors il y a quelque chose de pathologique chez le sportif de haut... chez le sportif de haut niveau, il y a un côté quand même assez obsessionnel. Maintenant... Quand je parle de pathologie, c'est tranquille. C'est effectivement une partie de nos névroses qui ressort, qui est accentuée. Maintenant, encore une fois, c'est toujours ce que je dis, si la personne il trouve son compte et trouve son équilibre dans cet extrême parfois, bon, ok. Le repère, c'est quand même toujours le bien-être. Ouais. C'est important. Si tu es bien dans ce que tu fais, si tu es bien dans l'idée de te lancer des défis, de te challenger, c'est génial. Même si ça a un côté pathologique, vu de la psychologie, on s'en fout. On s'en fout. Ouais. Ouais. L'important, c'est de trouver son compte et quand même d'avoir un petit peu de recul pour se dire, est-ce que je suis épanoui dans cette position-là ? Est-ce que me fixer tous ces défis de plus en plus fous, ça ne fait pas plus de mal que de bien. Ouais. Et puis, accepter que les choses changent, évoluent tout au long de ta vie aussi.
Les objectifs que tu as maintenant ne seront pas les mêmes dans 5 ans, dans 10 ans. Voilà, tout est en mouvement en permanence. Donc, y a ça aussi, il faut être attentif à ça. Ouais. Ok, trop bien. Je vais te poser une question qui va être beaucoup plus concrète. Ouais. Ce sera peut-être même un cas pratique, hein, entre guillemets. Peut-être que les gens qui vont écouter ce podcast ou regarder cette vidéo vont pouvoir s'identifier un petit peu. Et je vais parler de mon cas précis, mais disons que ça pourrait être adaptable à n'importe qui. Si jamais demain je devais consulter un préparateur mental ou même peut-être un psychologue, je ne sais pas si ça pourrait être lié, hein, ce serait par rapport à la rétention d'informations. Donc là, on est vraiment dans la performance. Hein. J'aimerais bien mieux retenir les informations auxquelles je suis confronté. Et ça, j'ai l'impression que, je ne sais pas si c'est juste moi ou si c'est la société avec tous les divertissements auxquels on est confronté qui réduit un petit peu la rétention d'informations. Mais j'ai l'impression des fois que je suis confronté à des choses et que dans les 10 secondes, elles sont oubliées. C'est très intéressant ce que tu dis, puisque tout ce dont on parle sur les capacités intellectuelles ont un rapport direct avec la mémoire. Alors la mémoire, grosso modo, hein, on ne va pas non plus rentrer dans trop de détails, tu as la mémoire à court terme qui te permet de retenir quelques informations pendant quelques secondes. Tu as la mémoire de travail qui permet de manipuler ces quelques informations pour effectuer une tâche. Puis tu as la mémoire à long terme qui, elle, a une capacité de stockage illimitée avec une durée de temps illimitée, avec une partie de ces informations qui reste inaccessible puisque ça se place dans l'inconscient. Oui, okay. Voilà, on peut pas, effectivement, tu peux pas te souvenir accéder à tout. Voilà. Ouais. Effectivement. Ce qui nous intéresse dans ta question, c'est la mémoire de travail. C'est celle qui te permet de manipuler ces fameuses informations. Alors, pour un exemple concret, rapide, le calcul mental. Si je te dis 3 plus 5 plus 10, ta mémoire à court terme va te permettre de retenir ces petites informations quelques secondes, puis elle passe le relais à la mémoire de travail qui, elle, traite ces informations pour te donner le résultat du calcul. Finalement, je crois que c'est ça qui nous intéresse. Bien sûr, il y a les informations dans la mémoire à long terme qui te permettent d'effectuer tout ça, hein, mais c'est cette mémoire de travail qui nous intéresse. Cette mémoire, elle est rapidement surchargée parce qu'elle est tout le temps sollicitée en permanence. Donc, ce qui est intéressant pour améliorer tes capacités, ça va être de décharger cette mémoire de travail. Je pense à des petites astuces assez concrètes. Ton rendez-vous du lundi à 9h, au lieu de le retenir dans ta tête, tu vas le mettre dans ton agenda. Tes trucs que tu vas faire, tu vas te faire des to-do list, tu vas te faire des mémos. Tu vas enlever un peu de ces infos pour les placer ailleurs et pour ne plus avoir à t'en occuper. Est-ce que c'est un rapport avec la charge mentale ou rien à voir ? C'est-à-dire ? Bah, tu sais, ce terme charge mentale... Ah ouais, totalement. C'est totalement ça. Ok. Ah, c'est tout à fait ça. Oui, c'est tout à fait ça. Ouais. Donc, effectivement, quand tu es surchargé, hop, ça bloque et tu peux plus forcément retenir des infos, tu peux plus forcément réfléchir, tu as du mal à penser, tu as du mal à t'y retrouver. Et c'est ça, quoi. Donc, au quotidien, tu peux mettre en place des choses pour décharger un maximum cette mémoire qui te sert à faire tout au quotidien. Donc, ce qui pourra encourager la rétention des informations qui m'intéressent bien. Exactement. Ok, ça c'est intéressant, parce que tu sais que moi je suis un bourrin. Ouais. Donc je me dis, ben non, je force, j'en veux encore. Tout, maintenant. Ouais. Bah, c'est un peu ça, parce que tu vois, quand j'entends le terme charge mentale, on est entre nous, hein, je te le dis comme je le pense. Bien sûr. Tu vois, je te le dis comme je le pense, je me dis, c'est bon. Arrêtez de nous sortir cette excuse de charge mentale. Si jamais vous n'arrivez pas à retenir un truc, c'est que vous êtes soit pas assez entraîné, soit pas assez déterminé. Mais je me rends compte avec le temps que c'est un peu une connerie, tu vois, de penser comme ça.
Parce qu'effectivement, il y a physiologiquement des limites à cette mémoire de travail. Exactement. Que tu dis, hein. Exactement. Là aussi, si ça t'intéresse, et si ça intéresse tout le monde, c'est intéressant de se renseigner sur Internet, sur la mémoire, sur le fonctionnement de la mémoire. Là, j'en parle grossièrement, schématiquement, mais il y a des sous-catégories dans ces mémoires-là. La mémoire sémantique, il y a des choses très, très complexes, et si ça t'intéresse, voilà, tu peux pousser plus loin pour essayer de comprendre vraiment comment ça fonctionne. Je crois qu'une bonne chose pour améliorer ses capacités, encore une fois, c'est se connaître. Donc se connaître, c'est aussi passer au-delà de l'introspection, etc. C'est passer aussi sur une connaissance de soi, de son corps, scientifiquement, biologiquement, physiologiquement, de son corps, de son organisme. Ouais. C'est trop intéressant. C'est bien de parler avec toi, hein, parce que... Cool. Non, mais tu vois, j'ai mentionné un peu le terme bourrin, mais pendant une grande partie de ma vie, j'ai été comme ça. Hein. Même si je suis très organisé sur certaines choses, j'ai quand même un peu une mentalité no pain, no gain, dans le sens où on va s'entraîner jusqu'à tomber dans les pommes, on va apprendre des trucs jusqu'à ce que le cerveau soit saturé, mais plus j'en apprends et plus je rencontre des personnes comme toi, en l'occurrence, hein, ça me permet aussi de comprendre que... les super-humains, ok, c'est dans les films de Schwarzenegger, c'est cool, mais en vrai, ça se passe pas exactement de cette façon-là. C'est ça. Il y a une partie réelle, quand même, concrète, hein, ce qu'on dit depuis tout à l'heure, et puis il y a quelque chose qui est de l'ordre du rêve, d'un idéal, d'un fantasme qui doit exister. Je crois que ça participe à la motivation. Quand tu parles de ces icônes, on sait à quel point ça peut être inspirant et motivant. C'est nécessaire aussi de composer avec cette partie d'idéal. Maintenant, ce qui est dangereux, c'est de s'y référer uniquement, exclusivement. Là, ça peut être problématique. Mais tu vois, quand tu dis que t'es un peu bourrin et tout, que tu vas jusqu'à tomber dans les pommes, tu apprends en faisant ça. Tu apprends, tu vois ton seuil. Je parlais des limites. Au moment où tu tombes dans les pommes, elle est là, ta limite. Okay, donc je sais qu'à ce moment-là, quand je me sens comme ça, quand je commence à avoir ces picotements, ces étourdissements, peut-être qu'il faut que je m'arrête, parce que est-ce que je me fais du bien en tombant dans les pommes ? Pas sûr, pas sûr. Tu vois, mais c'est hyper fin, tu vois, tu repères vraiment le seuil juste en dessous, où tu pousses, mais voilà, sans te faire du mal non plus. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais c'est quand même bien d'encourager le dépassement jusqu'à identifier la limite, entre guillemets. Totalement. Voilà, Léa vient de dire, tomber dans les pommes pendant votre prochaine séance de sport. Tu vas voir, on va m'appeler. Non. Bien sûr, je suis sûr que vous ne déformerez pas les propos de Léa, mais ils étaient en tout cas très clairs. Ça tombe bien qu'on parle un petit peu plus d'entraînement et de dépassement physique. Parce que tu sais que c'est mon quotidien. Ouais. Je suis persuadé que beaucoup de personnes qui vont regarder ce podcast ou l'écouter me connaissent de la muscu, de toute façon, et connaissent mon goût pour le dépassement. Pas que la muscu, en fin de compte, hein, les activités sportives en général. Et la musique occupe une grosse part dans cette activité sportive. Je crois qu'on l'avait aussi un tout petit peu abordé la dernière fois. Oui. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'avais rencontré Léa une première fois pour parler de la préparation à un record du monde. Et on avait parlé de l'importance de la musique dans ma routine, tu vois, Exactement. Dans mon rituel. Mais là, j'aimerais bien étendre un petit peu plus sur l'importance, je sais pas, hein, peut-être l'importance de la musique dans nos séances au quotidien, l'influence que ça peut avoir sur nos performances. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Est-ce que c'est un outil de préparation mentale ? Est-ce que ça peut rentrer en jeu dans nos records, notre motivation, etc. Oui, totalement. Ça a des effets sur la performance et puis sur le bien-être. C'est vrai que quand on en avait parlé, tu avais été assez réceptif. Dès qu'on avait parlé de musique, je t'ai vu tout de suite dire « Ah oui, tu savais quelle musique tu allais écouter la veille ou le matin, je sais plus. » Et c'est ça qui est assez intéressant. Effectivement, ce qui est intéressant, c'est
l'intégrer à ses routines, parce que oui, ça a un réel effet. Alors encore une fois, scientifiquement, c'est important de se baser sur les choses scientifiques. Il y a un réel impact sur la pression artérielle. Ah ouais. Ouais, ça vient baisser la pression artérielle. Ça peut augmenter ou diminuer ton rythme cardiaque ou ton rythme respiratoire. Ça vient sécréter la dopamine. Ça vient activer les hormones du plaisir et du bien-être. Physiologiquement, ça provoque des trucs. Ouais. Il y a pas mal d'études là-dessus. Effectivement, il y en a déjà qui s'y sont intéressés depuis le temps. Donc voilà, il y a un réel effet là-dessus. Maintenant, comme tous les outils qui vont être à ta disposition, il faut apprendre à les maîtriser pour toi, à les adapter. Encore une fois, on est tous différents. Donc la musique qui toi va te plaire ne va pas être la même pour ton voisin. Je confirme. Oui. Si tu écoutais ce que j'écoute pendant le séance, tu te dirais mais puis qu'est-ce qui se passe? mais c'est intéressant, tu vois, que tu analyses un petit peu ces musiques-là, puisque en fonction du rythme de la musique, ça va te booster ou te calmer. Vraiment, c'est là où ça augmente, où ça diminue ta respiration, etc. Donc il faut adapter, effectivement. Si tu te prépares à une compétition et tu as envie de te booster, tu vas peut-être écouter une musique qui te permet de te booster. Et pour en arriver à là, il faut, là aussi, avant, analyser, repérer, identifier pour le jour J, être prêt. Tu vois, tu mets en place des automatismes, des choses qui te permettent là encore de décharger ta charge mentale. Tout ce qui est automatique ne sera plus à penser. Ouais. Donc du coup, c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est indépendant à la personne. C'est-à-dire que le même morceau ne va pas provoquer les mêmes phénomènes physiologiques. Non. Donc une musique peut faire accélérer les rythmes cardiaques de quelqu'un, alors que chez quelqu'un d'autre peut lui faire baisser. Alors, il y a quelque chose quand même en rapport vraiment direct avec le rythme. Ah oui, ok, ça, la c'est vitesse. Pour tout le monde. Ouais. Okay. Ouais, ça, c'est pour tout le monde. Ça va avoir tendance à augmenter si le rythme est soutenu, quoi. Ouais. Ce qui est intéressant aussi avec la musique, c'est que il y a un ancrage, en rapport avec la mémoire, là aussi, il y a un ancrage au niveau émotionnel, au niveau de tes ressentis, de tes sensations. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'une musique qui t'a plongé dans un état particulier va pouvoir te replonger dans le même état à un moment où tu l'as désiré. Et ça, c'est canon. Ah, c'est clairement canon. Ça, c'est trop bien. Et là aussi, il y a tout plein de choses à étudier, mais dans une musique, est-ce qu'il y a des paroles? Les paroles, est-ce que tu les comprends? Est-ce que ça a un sens pour toi? Toute la partie sémantique, là aussi, les mots que tu entends ont un impact. Et là aussi, les mots, certains mots vont te replonger dans certains souvenirs avec, là aussi, des émotions, même parfois des odeurs, des sensations. Donc tu peux retrouver ça et c'est top. Mais c'est trop bien. Ouais. Mais c'est vraiment trop bien. Je pensais être fou, moi, de me dire je repasse, parce que je me repasse tout le temps les mêmes musiques. Mais vraiment tout le temps. Ouais, et parce qu'elles ont un rythme bien particulier. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de paroles. Et les paroles qu'il y a dans ces musiques, elles sont facilement identifiables. Je les comprends parfaitement. Je sais exactement ce qu'elles veulent dire. Et effectivement, moi, ça correspond bien à mon caractère qui aime bien que les choses se répètent et qu'elles soient bien cadrées. Bah ouais. Donc, effectivement, ça provoque quelque chose d'assez puissant. Et moi, c'est un véritable moteur pour mes séances. Bah ouais, c'est une sécurité. Comment tu te sens là? Tu dis que c'est moteur pour toi. Je parlais d'automatisme, c'est quelque chose. Voilà, c'est. Tu vas à tes séances, tu le fais pas sans ta musique. Comment ça se passe pour toi? Surtout, je réfléchis pas, comme tu dis, pour que je sois le plus déchargé possible. Donc, j'ai ma playlist, j'appuie. Je sais très bien que tous les sons, je vais y répondre de manière positive pour mon entraînement. Donc, j'ai pas à passer du temps entre deux séries de squats ou je sais quoi à trouver la bonne musique. Je sais déjà qu'elle est là et ça me permet d'optimiser carrément mon temps de séance et mes efforts. Donc,
sais, des fois, dans certaines de mes vidéos, je parle de la muscu comme d'une sorte de méditation. Mais en vrai, avec cette musique-là, ça devient presque une séance de méditation. Parce que je sais exactement ce que je vais faire, à quel rythme je vais le faire, sur quelle musique je vais le faire. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de me dépasser, en fait. Oui, tu te retrouves dans des états particuliers, finalement, des états de concentration, de focalisation que tu n'as pas, je sais pas, quand tu manges le midi ton repas ou quand tu discutes avec quelqu'un. C'est vrai que ça te plonge dans quelque chose de particulier. Mais c'est bien que tu le vives et que tu en fasses l'expérience. Donc, est-ce que c'est recommandé pour la musique aussi de préparer de préparer pour identifier ce à quoi on est le plus réceptif pour une séance de sport? Ah oui, totalement. Totalement. Pour une séance, en fonction de tes objectifs, pour une compétition ou un événement important, ça peut être... celui aussi qui passe un examen, ça peut être loin du sport, tout ce qui peut-être déstabiliser ou mettre à l'épreuve ses performances autres que physiques, ça peut être super intéressant là aussi. C'est vrai qu'on parle de sport, mais en fait c'est applicable à absolument tout. Ouais, totalement. Passage du permis, passage du bac, entretien d'embauche, entretien d'embauche. Totalement, ouais. Rendez-vous, un date un soir, je sais pas. Pourquoi pas, mais ouais, totalement. Et ça peut être utilisé dans ces cas de figure-là. Ouais. Trop bien, trop bien. Et peut-être, je sais pas si c'est le dernier truc qu'on pourra aborder, parce qu'on parle depuis un petit moment déjà, mais c'est passé hyper vite. Je pense que c'est très intéressant. Et vous nous direz, ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube, ce que vous en avez pensé. Donc n'hésitez pas à y réagir dans les commentaires. Peut-être le dernier truc qu'on pourrait aborder, c'est la question de la visualisation. Dans le sens où... Alors, j'ai un rapport un peu particulier avec la visualisation. Et je ne sais pas si les personnes qui écoutent ou regardent ce podcast vont se retrouver dans ce que je dis. Je trouve ça un peu bizarre. J'ai déjà entendu... Enfin, bizarrement, je trouve ça un peu bizarre. C'est que j'ai déjà été... Pas confronté, mais j'ai lu des histoires, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, des anecdotes plutôt, de sportifs qui se visualisaient leur compétition et tout ce qui pouvait arriver avant de vivre la compétition. Donc, par exemple, quelqu'un qui fait de l'haltérophilie, il va visualiser sa barre à 200 kg, il va s'imaginer prendre la barre, avec quel écartement, quelle quantité de magnésie il y aura sur la barre, il va s'imaginer sa respiration, le public qui crie, comment il va soulever, tout presque en temps réel, en fait, pour se mettre dans les meilleures conditions possibles lorsque cet événement va arriver. Est-ce que c'est... c'est quelque chose qui existe, forcément, vu qu'il y a des sportifs qui partagent ce genre d'anecdotes. Mais ça sert à quoi, véritablement? C'est quelque chose qui existe et c'est un outil ultra puissant. La visualisation. Ultra puissant. Ultra puissant. Ah ouais. Ultra puissant. Alors, peut-être, avant de te répondre, qu'est-ce qui te paraît étrange? Qu'est-ce qui t'éloigne de la visualisation? Tu l'utilises pas du tout? C'est quelque chose qui t'intéresse pas, qui te parle pas? En fait, si, mais la première fois que j'ai entendu visualisation, pour moi, c'était quelque chose de plus général. Donc, par exemple, quand tu es adolescent, visualise ta vie plus tard. Donc, c'était quelque chose qui était déjà un peu plus abstrait, parce qu'on ne peut pas imaginer comment sera sa vie dans 20 ans, exactement comment elle va se passer. À la différence d'un sportif qui sait qu'il va être confronté à un événement en particulier. Enfin, un sportif, on peut parler aussi d'entretien d'embauche, de date, de ce qu'on veut. On sait à quoi on va être confronté et on peut avoir la capacité de visualiser, presque en temps réel. Ça, tu vois, j'ai jamais essayé. Et je ne sais pas réellement si ça peut provoquer quelque chose de positif. Ce serait juste super intéressant si tu essayais pour toi, une nouvelle expérience que tu peux noter dans ton carnet. Quand tu expliques un petit peu là, cet exemple en haltérophilie et que tu parles de tous ces détails, c'est absolument ça. La visualisation, elle ne va être que plus efficace si tu as un maximum de détails. C'est vraiment te plonger presque comme si tu étais réellement dans la scène, dans l'action. Et là aussi, scientifiquement, on voit que ça active les mêmes sensations physiologiques, physiques et psychiques que quelqu'un qui vit la scène en réel.
Donc vraiment, ce travail-là de projection, de visualisation, il est fou pour ça, parce que tu t'entraînes en amont sans être forcément avec ta barre pour la soulever. Quand tu disais aussi que tu visualisais dans la visualisation, tu imaginais tous les scénarios, c'est ça. C'est aussi un travail sur ton appréhension, sur l'anticipation, et c'est quelque chose de super important dans une compétition ou effectivement un entretien d'embauche, parce que plus tu anticipes, alors sans s'inspirer des scénarios négatifs pour autant, hein, mais quand même, plus tu anticipes, plus tu seras en mesure de répondre à une urgence ou à cette situation qui va peut-être vriller par rapport à ce que tu avais prévu initialement. Tu prévois, tu n'es pas déstabilisé, tu sais comment tu vas réagir, tu sais ce que tu dois faire, tu te connais, tu vois, c'est intégré. Là aussi, c'est automatisé. Donc, pour ça, c'est génial. Est-ce que c'est s'entraîner sans s'entraîner, en gros? Ouais, alors tu t'entraînes autrement, par le mental. Par le mental, ouais. Mais ça demande quand même une certaine capacité, parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir... Enfin, moi, j'imagine ça, tu vois, t'as les yeux fermés, tu visualises ton truc. Ouais. C'est chaud. Ouais. Là aussi, hein, ça dépend de la sensibilité de chacun, mais ça s'apprend justement auprès d'un préparateur mental, auprès d'un sophrologue. C'est des choses qui se font beaucoup. Voilà, tu expérimentes ce que peut être peut-être avant la relaxation, pour te plonger dans un état un peu second, où vraiment tu es prêt à vivre le truc. Donc oui, en général, pour plus d'immersion, ça se fait les yeux fermés, en étant dans un état vraiment de détente, où t'es prêt à travailler avec ton mental. Mais oui, faut s'exercer. Est-ce que c'est quelque chose qui est réservé à des événements en particulier, ou c'est quelque chose qu'on peut virtuellement faire tous les jours, avant une séance, avant une réunion, j'en sais rien moi, avant quelques événements qui nous stressent un petit peu? Carrément, ça peut être utilisé à plein de moments. Je pense aux blessures dans le sport, pour la guérison, hein. Vraiment pour la réathlétisation, pendant que tu es en rééducation, par exemple, pour une entorse, pour autre chose. Tu peux faire ce travail chez toi, de visualiser ton corps se remettre, de visualiser en train de refaire les mouvements, en train de plier ton genou s'il n'arrive plus à se plier. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire là-dessus, et tu peux l'utiliser pour plein de choses, plein de tâches, et effectivement au quotidien, oui. Tu peux l'inclure dans tes routines. Et comment ça se fait que quelque chose d'aussi abstrait ait des conséquences aussi concrètes? Tu vois ce que je veux dire? Eh bien... Parce que pour beaucoup, c'est un peu difficile à digérer de se dire attends, c'est très abstrait, mais véritablement, il y a des phénomènes physiologiques, sur le rythme cardiaque, la respiration, les sécrétions hormonales, etc. Comment c'est possible? Là encore, je crois que le plus simple, parce que vraiment tout ce qui a trait au psychisme, c'est comme je disais, c'est lointain pour certaines personnes, c'est pas palpable. La notion de confiance en soi, d'estime de soi, de motivation, d'ambition, c'est des sujets assez vastes et souvent complexes à cerner pour beaucoup. Et quand on part dans le psychisme et dans ce genre d'exercice, effectivement, ça paraît très abstrait, mais ça ne l'est pas. Alors, pour que ce le soit moins, peut-être que là, oui, la question est de pouvoir s'orienter vers ce que la science propose. Je crois que c'est vraiment ce qui peut permettre à certains d'attraper un peu plus les choses, de comprendre et de s'approprier un peu plus les choses. Certains seront très friands, sans s'appuyer sur la science. Certains seront très friands de ce genre d'exercice et se plongeront naturellement dedans. Il y en a aussi. Ouais. Faut juste trouver à quoi on est un peu plus sensible et essayer d'adapter ça. Mais il est important de
à chaque fois de cerner l'intérêt que ça a, de cerner les effets, toujours d'identifier, d'observer les changements sur soi. C'est un vrai travail. Et là aussi, je parlais d'ancrage tout à l'heure pour la musique, c'est pareil pour la visualisation. C'est ça, c'est que tu arrives à ta compète ou à ton entraînement, il y a quelque chose qui est ancré émotionnellement, visuellement, au niveau kinesthésique, il y a tout qui fonctionne en symbiose, quoi. Kinesthésique, c'est le toucher? Le toucher, ouais. Ok. Ouais. Ok. Voilà. Ouais, il y a presque en fait tous les sens qui sont les odeurs aussi, j'imagine, de s'imaginer Tout à fait. comment ça va se passer par rapport à ça. Ok. C'est hyper complet. Ouais. Ça en fait des choses à... Ça en fait des choses. Mais assimiler. c'est une bonne nouvelle. Ah, mais carrément. En fait, c'est aussi beau que complexe. Donc, c'est pour ça que c'est beau, probablement. C'est parce que c'est un peu complexe. Sûrement. Ok. Léa, il y aura peut-être moyen de refaire 1 heure de discussion, je pense. Hein, parce avec que là, plaisir. Avec plaisir, ouais. Est-ce que ça se ferait de parler un peu plus de mémoire ou c'est quelque chose qui serait un peu indigeste sur un podcast ou, Ça peut. On peut en reparler plus en profondeur. Là encore, pourquoi pas questionner les personnes qui te suivent pour savoir si ça les intéresse. Dans ce cas-là, oui, on peut carrément approfondir. On peut aller plus loin. Ouais. Je pense qu'ils seront nombreux à réagir dans les commentaires. Donc n'hésitez pas, hein, si jamais vous regardez cette vidéo sur YouTube, dites-nous ce que vous avez pensé des thèmes qu'on a abordés. Si vous voulez qu'on approfondisse certains, tu vois, peut-être un petit peu plus longuement avec des anecdotes, n'hésitez pas à les partager aussi en commentaire. Je pense que ce serait cool. Léa, vous avez vu que elle est très à l'aise pour parler de tout ça et elle arrive bien à transmettre ce qu'elle a en tête. Donc ça, c'est trop, trop cool. J'espère que vous avez apprécié. Léa, merci beaucoup. Moi, je t'en prie, avec grand plaisir. On a tenu 1 heure qui est passée, mais à une vitesse... Ouais, c'était rapide. À une vitesse incroyable. Ouais, j'ai pris plaisir, hein, franchement. Moi aussi. Tant mieux. Moi aussi. C'était cool de pouvoir se confier un peu aussi. Ouais. Je parle pas souvent de moi, mais là, c'est l'occasion. T'es forte. Hein. Excuse-moi. C'est qu'avec toi, t'es très forte. Formation professionnelle. T'es très forte. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Pensez bien à vous abonner à la chaîne. Je mettrai toutes les infos de Léa dans la description sur YouTube. Si vous écoutez ce podcast, allez sur YouTube aussi pour manifester un petit peu votre présence. Et Léa, je te dis à très bientôt. Ouais, à bientôt. À plus tout le monde. Ciao.